Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans Dimanche en politique. Je suis très heureuse de vous retrouver ici au Sables d'Olonne, tout juste 2 mois après l'arrivée des premiers skippers du Vendée Globe. Une ville qui vibre à nouveau pour la voile avec la solo Maître Coq. Cette course qui a lieu toute la semaine et qui est notamment qualificative pour la solitaire du Figaro. Vous le voyez, je suis juste au-dessus de Port-Olona, là où sont partis en novembre dernier les skippers du Vendée Globe et où ils sont revenus les uns après les autres. Et c'est à cette course mythique, cette édition exceptionnelle que nous allons nous intéresser au cours de cette émission. Exceptionnelle d'un point de vue sportif, mais aussi économique et politique. Car même si cette fois-ci il y a eu peu de touristes ou pas de public ou presque, des restaurants fermés et que la fête a donc pris une tournure inédite, eh bien nous verrons que cela n'a en rien entaché la popularité, la notoriété du Vendée Globe. C'est même le contraire. Une édition inédite dont nous allons faire le bilan avec mes invités, élus. Et puis dans la deuxième partie, skipper. Kevin Escoffier sera à mes côtés avec un des sponsors principaux de cette édition, c'est Christophe Guyoni. Il est directeur général du bateau vainqueur du Vendée Globe cette année. Maître Coq, skippé par Yannick Bestaven. Mais d'abord, retour sur cette ambiance si particulière, sur les sables et le Vendée Globe en temps de Covid, avec Éléonore Duplay et Stéphane Herel. Un cabas, quelques affiches, dans une ville déserte. La présence du public ne fut qu'une parenthèse. 13 journées d'ouverture du village avant le confinement du mois d'octobre qui a subitement vidé les plages, le Remblai et les rues. La ville aujourd'hui est très très triste. C'est un Vendée Globe très 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 particulier. Je suis un peu triste pour les navigateurs parce qu'il y a cette ambiance, on les encourage. Un Vendée Globe, c'est normalement la foule sur les pontons, quasiment jour et nuit. Cette fois, seules les équipes savent faire. Les derniers jours se passent dans une concentration masquée. C'est très particulier de partir sans tout ce public et tout, mais on sait qu'il y a beaucoup de monde devant les télés et on a déjà beaucoup de chance de pouvoir partir. Jour de départ, sous étroite surveillance. Seules les fenêtres et les balcons permettent de prodiguer quelques encouragements. Autour des quais, les commerçants comptent leurs pertes. Là, normalement, il y a à peu près entre 50 et 100 000 personnes qui attendent sur ce quai-là. Voilà, avec une fréquentation sur les 3 semaines auparavant qui est quand même assez importante. Voilà. Nous, on comptait sur cette période avec un premier confinement qui n'a pas été terrible pour nous. Et bien, on attend notre reprise en espérant les revoir aux arrivées. Mais le 27 janvier, au milieu de la nuit, seuls 300 bénévoles obtiennent le droit de saluer les vainqueurs. Il y a quand même de l'ambiance et puis les gens sont contents et voilà, on se sent vraiment privilégiés. Donc voilà, on a une grosse pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas y être, mais moi je suis très contente. Un mois plus tard, c'est le grand rattrapage. Près de 15 000 personnes bravent les restrictions pour accueillir l'arrivée hors compétition de Samantha Davis. Le cœur a ses raisons que le virus ignore. Vendée Globe, retour sur une édition d'exception pour ce dimanche en politique, ici à Port-Olona, avec à mes côtés Yves Auvinet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil départemental de Vendée et l'organisateur de cette course du Vendée Globe. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Vous êtes chez vous ici, vous êtes le maire des Sables d'Olonne. Je l'ai dit, ce Vendée Globe, c'est une édition exceptionnelle à tout niveau. Alors, pas pour le record qui n'a pas été battu sur cette 9e édition, mais sur d'autres records. Il n'y a jamais eu autant de bateaux au départ et autant de skippers à terminer cette course. On va voir les chiffres. 25 skippers sur 33 ont bouclé leur Vendée Globe. Ça représente 76%. On est très très loin et c'est tant mieux des chiffres qu'on avait connus sur d'autres éditions. On se rappelle qu'en 97 ou 2008, c'était seulement 40% des bateaux qui avaient réussi à boucler leur Vendée Globe avec leur skipper. Il n'y a jamais eu autant de femmes, 6. On le voit donc, Yves Auvinet, Yannick Moreau, le Vendée Globe cette année, ça a été un événement sportif, émotionnel, sanitaire. Mais est-ce que sincèrement vous avez douté un instant que cette course, elle ait lieu, Yves Auvinet ? Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais il est évident que lorsqu'on est responsable d'une telle organisation, on se pose légitimement un certain nombre de questions. Il fallait prendre la décision avec nos partenaires, dont la ville des Sables d'Olonne, Sodebo, la région. Nous avons décidé en juin
de partir et de faire en sorte que tout ce qui consistait au départ, le village et tout, s'organise. Sauf qu'à juin, on était au creux de la vague et c'était tant mieux. Et que lorsque le départ a eu lieu, on était reconfinés et on voyait bien que les chiffres étaient mauvais au cours du mois d'octobre et début novembre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est râpé, elle n'aura pas lieu cette 9e édition? Non, je crois qu'il y a des risques. Il y a des moments où il faut qu'on prenne des risques, on les a pris, on les assume. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé, on peut être que satisfait, je dirais, d'avoir organisé cette manifestation en 2020. Envers et contre tout, et peut-être envers et contre l'État. Yannick Moreau, on se souvient de vos critiques envers les conditions, les protocoles extrêmement rigoureux qui avaient été imposés à vous ici au Sables d'Olonne et au département pour notamment l'arrivée des tout premiers. Est-ce que l'État, il en a trop fait à ce moment-là? Le problème de l'État, c'est qu'il a du mal structurellement à faire confiance aux élus. Et nous avons la faiblesse de penser avec Yves Vinet qu'on connaît mieux le public sablais que des hauts fonctionnaires de l'État et qu'on aurait pu organiser les choses différemment plutôt que d'avoir un espèce de deux poids deux mesures qui fait que certains skippers ont été accueillis par des dizaines de milliers de personnes et d'autres par une aide bénévole de 300. On va d'ailleurs voir les images. Effectivement, il y a eu deux poids deux mesures, vous le dites, entre l'arrivée des premiers, 300 bénévoles autorisés seulement, et puis l'arrivée par exemple de Sam Davis, c'était un mois plus tard, 15 000 personnes sur les quais. Pas de soucis sanitaires à suivre. Il n'y a pas eu d'explosion des chiffres ici. Non, parce qu'effectivement, dehors, sur les quais, battus par les vents, avec un masque, le risque de circulation du virus est très très faible. D'ailleurs, malgré les affluences des derniers de public qui se sont massés sur les jetés sur les dernières arrivées, il n'y a pas eu de reprise de l'épidémie au Sables d'Olonne. Au contraire même, dans les semaines qui ont suivi les arrivées du Vendée Globe, on a atteint des chiffres historiquement bas sur la circulation du virus au sable. Donc en fait, le risque sanitaire était très très faible et simplement... Et vous regrettez que l'État ne vous ait pas plus fait confiance? Non, parce qu'on ne refait pas le match, simplement. Parce que la fête a existé. De manière générale, je trouve que l'État ferait mieux de nous faire un peu plus confiance. On est des gens responsables et sensés, et je pense qu'il y avait moyen d'avoir une jauge un peu plus grande au début et peut-être de limiter un peu plus à la fin, vous voyez? Alors, on va regarder les chiffres, puisque effectivement, aux arrivées, il y avait beaucoup moins de public, mais c'était le cas également le jour du départ, mais aussi sur le village du Vendée Globe. En 2016-2020, c'était plus de 2 millions de personnes qui étaient venues sur ce village, 200 000 en 2020. Est-ce que c'est mieux que rien dans le contexte Yves Vinet? 10 fois moins. C'est mieux que rien. Maintenant, il faut tout relativiser. Il est clair, quand on parlait de 2 millions, c'était même plus, mais tout cumulé. Le village, les départs, les arrivées, etc. Là, on estimait il y a 4 ans d'avoir à peu près 1 million. Là, on a 200 000. Je crois que dans les conditions dans lesquelles on a réalisé ce village et qu'on l'a fait fonctionner avec tous les protocoles sanitaires qui nous ont été imposés, moi, je trouve que c'est une belle performance. Mais je pense que les gens qui sont venus sur le village ont beaucoup apprécié parce qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de facilité pour visiter les espaces et aller sur le ponton. On en parlera dans un instant des enseignements qu'on peut peut-être retirer des conditions particulières d'organisation de cette édition. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur les retombées malgré tout médiatiques de notoriété qui ont été calculées par le département. Vous avez fait le bilan il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. Et ce qu'on constate, c'est que malgré le confinement, malgré la diminution très drastique du public ici, eh bien l'explosion, la notoriété du Vendée Globe, elle a littéralement explosé. Regardez ces chiffres. 66% des Français ont suivi la course. C'était 52% en 2016. Et il y a eu 193 000 reportages en France, tous médias confondus. C'est plus 329%. Finalement, les Français coincés chez eux, Yannick Moreau, en pleine crise et en pleine déprime, ils n'ont jamais autant suivi le Vendée Globe. Parce que cette édition est à la fois très frustrante pour le public ici, mais en même temps passionnante. Il y a eu des rebondissements, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Et finalement, le Vendée Globe a conquis des cœurs qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Et un nombre croissant de Français et de personnes à l'étranger ont suivi les aventuriers du Vendée Globe. Et finalement, ce que vous avez perdu en présence physique, vous l'avez largement gagné en retombées et en exposition médiatique. Effectivement, je crois qu'on peut le dire comme ça. On a gagné en audience médiatique ce qu'on n'avait pas en public ici et c'est un capital positif pour l'avenir du Vendée Globe. Et comme le Vendée Globe produit ses effets en termes de dynamique et d'image pour la Vendée et pour les Sables d'Olonne dans les années qui suivent, voilà, c'est un capital sur lequel on va pouvoir prospérer, sur lequel la Vendée et les Sables d'Olonne vont pouvoir construire
et alimenter et conforter leur dynamisme. Alors ça capitalise pour l'avenir, mais est-ce qu'on a des chiffres, par contre, sur les retombées économiques qui n'ont pas pu avoir lieu auprès des restaurants, des hôtels ici au Sables-d'Olonne, mais plus largement en Vendée, puisqu'on sait que ça draine des centaines de milliers de personnes, le Vendée Globe, qui ne sont donc pas venus remplir les hôtels ou les restaurants? Les chiffres sont catastrophiques, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire que c'est zéro, quoi. Voilà. Mais c'est pas le fait, c'est le fait de la crise sanitaire. Et malgré tout, compte tenu Mais c'est finalement la pire année pour que le Vendée Globe ait lieu, pour que cette crise sanitaire ait lieu en plein Vendée Globe. Oui, mais le Vendée Globe, c'est pas un one-shot, parce que la période du Vendée Globe est finalement assez courte. Le Vendée Globe, il produit ses effets économiques et ses fruits économiques dans les années qui suivent l'édition du Vendée Globe. Historiquement, Yves le sait, parce que c'est des études qui sont faites à chaque fois, historiquement, ce sont les 2 années qui suivent le départ du Vendée Globe qui sont les meilleures en termes de fréquentation touristique pour la Vendée et en termes d'image pour la Vendée. Donc finalement, on a capitalisé. Pour les commerçants ici, vous leur dites patienter, les fruits ils vont retomber à Pâques cet été peut-être? Je ne maîtrise pas la circulation du virus, malheureusement, et donc on sera contraint par les normes sanitaires. Et il faut qu'on reste prudent, parce que si on veut retrouver vraiment nos libertés, il faut être responsable et respecter les gestes barrières. C'est vraiment le plus important pour pouvoir revivre pleinement notre vie d'avant. Mais ce qui est sûr, c'est que les fruits vont venir après, et on en tirera les fruits ensemble, parce que le Vendée Globe, c'est un événement énergie positive pour la Vendée, pour les Sables-d'Olonne. Alors, ce qu'on vous souhaite, c'est de ne pas vivre une 10e édition, malgré tout, même s'il y a eu des retombées, vous le dites, médiatiques importantes comme celle de la 9e. Et justement, vous en parliez à l'instant, Yves Auvinet, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements à tirer de l'organisation qui vous a été imposée à cause de cette crise? Vous parliez de la jauge dans le village et sur les pontons. Eh bien, visiblement, ça n'a pas posé problème aux quelques chanceux, aux visiteurs 200 000 qui ont pu y accéder. 97% des visiteurs ont été satisfaits par l'e-billetterie, qui permettait en fait d'être chronodaté. On avait un horaire précis. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez retenir pour 2024? Trop tôt pour dire ce qui se passera en 2024. Ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement des enseignements à tirer. On dit les Vendée Globe aventure sportive, aventure humaine. Et au travers de l'aventure humaine, cette ouverture libre au village est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc après, il faudra qu'on décide. Effectivement, la fluidité, l'accès plus facile au ponton, etc. Oui, l'e-billetterie a sûrement été un élément assez déterminant dans l'organisation. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on a faites qui seront peut-être aussi à prendre en compte. Lesquelles? Je vois par exemple le départ en tant que tel, ce cheminement de skippers qu'on a essayé de mettre en scène pour que les médias puissent en profiter largement et de ce fait-là l'ensemble de la population. Des skippers seuls sur le ponton. Oui, mais quasiment seuls. Mise en scène et avec la volonté de les mettre en avant avec une partie de leur staff, avec leur famille, et de laisser un peu les pontons libres pour que les sportifs aient toute leur place sur ces pontons. Et je crois que ça a été énormément apprécié. Et justement, est-ce qu'en parlant des skippers, on sait aussi que certains ont dit finalement c'était pas plus mal. On a été beaucoup plus isolés la semaine qui a précédé le départ. Est-ce que c'est une chose à laquelle il faut réfléchir aussi, de leur permettre un petit peu ce sas avant de partir? C'est-à-dire que l'isolement a été imposé, parce qu'évidemment on avait un protocole sanitaire aussi pour les skippers, et cette bulle pendant 10 jours leur a permis effectivement de déconnecter complètement de ce qui était, je dirais, le village et l'ensemble des pontons. Je dirais que c'est à eux, il faut le demander, mais je pense personnellement que ça leur a permis effectivement d'arriver sur cette course d'une manière différente, même si, pour les avoir rencontrés les uns et les autres, ils aiment tellement ce contact avec le public qu'il y avait une certaine frustration aussi de ne pas croiser les gens, de ne pas répondre aux questions, de ne pas signer d'autographe sur le ponton comme ça se faisait habituellement. Le Vendée Globe, il ne se termine pas totalement avec l'arrivée du dernier. C'était à Riusella le 5 mars dernier. Il se termine vraiment à chaque édition lors de la remise du trophée. C'est toujours au mois de mai. Elle est donc prévue le 22 mai prochain au Sables-d'Olonne. On va voir des images de l'événement il y a 4 ans, lorsque Armelle Lecléache avait été sacré et avait défilé dans les rues des Sables-d'Olonne avec un magnifique feu d'artifice. Yannick Moreau, est-ce que c'est imaginable une telle fête le 22 mai prochain? C'est un peu l'histoire de ce Vendée Globe particulier, c'est-à-dire qu'à l'avance, on ne peut pas être très affirmatif. Ce qu'on sait, c'est qu'on l'a montré pour le village, on l'a montré pour les arrivées. On adaptera la voilure et l'allure aux circonstances et à la météo sanitaire du moment. Et notre rêve le plus fou avec Yves, c'est de pouvoir organiser une fête populaire et que ces skippers soient acclamés. Là, si on prend les prochaines semaines, c'est pas trop le chemin que ça prend, mais on espère que d'ici là, les mesures sanitaires auront produit leurs effets et qu'on pourra avoir un événement festif.
Ce sera au minimum une remise de trophées à l'intérieur de la salle des Atlantes. Ça, c'est le minimum. C'est plutôt au président organisateur qu'il faut poser la question. Mais... Aujourd'hui, nous sommes en réflexion avec l'État. Aucune décision n'est prise sur le lieu et sur la façon d'opérer de cette journée. Elle pourrait être reportée pour qu'il y ait une vraie fête plus tard ? tard ? Non, parce que je pense que le Vendée Globe, il a un début, vous l'avez dit, il a une fin. Et je crois qu'aujourd'hui, et pour en parler tout à l'heure avec un skipper, ils sont déjà partis... sur d'autres projets, on en parlera avec Kevin Escoffier dans un instant. Je crois que c'est important aussi que l'on ponctue la fin du Vendée Globe par cette remise de prix. Donc d'une façon ou d'une autre, elle aura lieu le 22 mai. Et puis après, il faudra donc attendre 2024 et la 10e édition du Vendée Globe. D'ici là, comment est-ce que vous allez entretenir l'un et l'autre la magie du Vendée Globe au sable ? Alors certes, il y a des courses, la Solo Maître Coq actuellement, la Mini Transat en septembre, la Golden Globe Race l'année prochaine, qui a fait que vous vous êtes même autoproclamé, Yannick Moreau, capitale mondiale de la course au large en solitaire. On parle aussi d'un musée. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, Yves Auvinet ? On sait que vous êtes réticent, ça coûte trop cher, dites-vous. Réticent, il faut réfléchir. Mais disons qu'en tant que tel, aujourd'hui, la collectivité département n'envisage pas un musée en tant que tel du Vendée Globe, mais il y a peut-être un certain nombre d'actions qui peuvent être menées. Parce que ça coûte trop cher, vous dites minimum 20 millions d'euros. Il faut être raisonnable. Nous gérons des finances publiques. Et je considère personnellement qu'il y a peut-être d'autres manières de faire vivre le Vendée Globe entre deux Vendée Globe et nous en parlons régulièrement. Comment est-ce qu'on pourrait les imaginer, de les faire vivre, Yannick Moreau aussi ? Je ne vais pas tout vous dévoiler. C'est dommage de ne pas capitaliser sur une course aussi célèbre, surtout quand on voit les retombées qu'elle a générées, médiatiques. Alors, la ville porte un projet de musée de la mer, mais plus largement, c'est un musée qui va tisser le lien entre les habitants d'aujourd'hui et notre culture maritime à travers la pêche, les explorations, etc. Et ça, c'est un musée qui prendra place sur les quais de la Chaume, du côté de la Tour d'Arundel. On va avoir une sorte de chenal de la culture entre la Villa Charlotte, Villa Balnéaire, le musée de la mer et le prieuré Saint-Nicolas. Le musée de la mer, d'ailleurs il faut qu'on lui trouve un nom parce que c'est pas tout à fait, ça correspond pas tout à fait à l'image qu'on voudrait donner. C'est un projet d'ici 3 ans. Et on imagine rapidement que le Vendée Globe y aura forcément sa place très rapidement. Oui, mais parce que c'est la conclusion en fait, c'est les racines et les ailes. Le Vendée Globe est au Sable d'Olonne parce qu'il y a une tradition et une culture maritime ici très forte et parce qu'il y a un savoir-faire sablais et vendéen autour de cet événement. Ici, autour du bassin, effectivement, on a le ponton du Vendée Globe qui est vide en ce moment parce que les bateaux de la Solo Maître Coq font route sur l'île de Groix. Mais l'idée, c'est que quand on vient au Sable d'Olonne, on respire un peu le parfum du Vendée Globe et le parfum de l'aventure. Et c'est un sujet sur lequel on travaille avec Yves. C'est un peu tôt pour vous dire les conclusions de réflexion, mais on y travaille. Merci beaucoup Yannick Moreau. Merci Yves Auvinet d'être venu nous parler de cette édition exceptionnelle du Vendée Globe aux retombées médiatiques, on l'a dit, extrêmement importantes. Et ces retombées, c'est aussi ce qu'attendent les autres parties prenantes de la course, les skippers bien sûr, mais aussi les sponsors. Quel bilan en termes d'économie, de visibilité, d'image retire-t-il de ce Vendée Globe ? Eh bien, on voit ça avec Céline Dupéra et Antoine Repère. Des bateaux, des hommes et des sponsors. Des chefs d'entreprise qui se jettent dans l'aventure du grand large. PRB, la société vendéenne alignée à chaque départ, a gagné 2 Vendée Globe avec la même embarcation. Une réussite jusque-là inégalée. Maintenant, ça fait 2 étoiles sur les coupes de champagne, ça c'est très sympa. Mais ça reste un outil de communication, il ne faut pas l'oublier. On est là pour ça, c'est pas la danseuse du patron, même si on aime la mer, même si ça nous plaît. Il y a un côté économique, c'est pour ça que le bateau, on n'avait pas changé depuis 10 ans. On l'a toujours amélioré. Maintenant, il faut toujours allier entreprise et communication. Inscrire sa marque, c'est ce que la Micaline vient chercher depuis 2016. Engagée aux côtés d'Arnaud Boissière, l'entreprise familiale et ses 200 franchisés ne fait pas partie des plus gros budgets. Elle mise sur la fidélité. Alors combien ça rapporte, on aimerait bien le savoir. Ça rapporte de la notoriété, ça rapporte des articles dans la presse, ça rapporte des émissions. Donc ça c'est très positif. Combien ça coûte concrètement pour nous donc on est co-sponsor aujourd'hui du bateau, puisque c'est la Micaline Artipole. C'est 300 000 € par an. Pour le sponsoring et l'accompagnement d'Arnaud, pour qu'il finance en fait sa team et tout ça. Quand on fait du sponsoring, il ne faut pas faire des one-shots, il faut être sur du long terme. Et c'est ça qui va en fait améliorer la notoriété du groupe. Donc tout naturellement, on est reparti avec Arnaud. Pour cette édition 2020,
Le géant de l'isolation a déboursé 2,5 millions d'euros. Le monocoque a été englouti au large du cap de Bonne-Espérance dans les 40e rugissants. Il n'était pas assuré mais déjà amorti. La couverture médiatique du naufrage et du sauvetage de Kevin Escoffier a comblé les pertes. Le prochain tour du monde se fera avec un bateau neuf, actuellement en construction, mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, ça coûte 5 millions d'euros, un bateau neuf. Voilà. Et à côté de ça, il faut rajouter le changement des voiles, les évolutions technologiques en 4 ans qui vont se faire. Enfin, voilà, c'est tout un parcours qui s'inscrit. Nous, on a préféré prendre un projet qui existait. On annoncera dans quelques semaines un copartenaire à 50%. C'est pour ça qu'on peut faire un bateau neuf, sinon on n'a pas les moyens. Arnaud Boissière, seul navigateur à avoir bouclé 4 Vendée Globe d'affilée, est en contrat jusqu'en juin. Et il a déjà un projet, racheter Maître Coq, l'IMOCA du vainqueur Yannick Bestaven. Le bateau est estimé à 2 millions d'euros. Des discussions sont en cours entre le Sablé et ses sponsors. Le directeur de l'Amicaline nous a d'ores et déjà glissé qu'à terre comme en mer, le skipper était du genre à ne rien lâcher. Et de nouveaux invités nous ont rejoints ici en plateau. Bonjour Kevin Escoffier. Bonjour. Vous êtes skipper PRB, on vient de voir Jean-Jacques Laurent dans ce reportage. Vous étiez engagé sur cette 9e édition, on l'a vu, qui s'est mal terminée pour vous. On va en parler dans un instant. Bonjour Christophe Guilloni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Maître Coq, le principal sponsor du bateau, vainqueur de cette 9e édition, skippé par Yannick Bestaven. On a vu dans la première partie de l'émission les retombées médiatiques énormes de ce Vendée Globe. Il y a aussi les équivalents publicitaires. C'est un petit peu particulier, mais ça montre un petit peu à quel point il y a des retombées économiques importantes. 269 millions d'euros pour ce Vendée Globe, plus 35% par rapport à il y a 4 ans. Est-ce que vous, Maître Coq, vainqueur de cette édition, vous avez calculé les retombées pour votre entreprise ? Alors nous, les meilleures retombées pour l'entreprise, c'est déjà la ferveur des salariés qui suivent et qui ont accueilli Yannick et ont eu la chance de le voir il y a 15 jours. Parce que c'était aussi un projet pour la marque employeur, puisqu'on a besoin de recruter. On recrute beaucoup de gens, on recrute environ 200 CDI par an. Donc ça, c'est un bon coup pour nous en Vendée quand on a des concurrents industriels. Ça donne envie de venir travailler chez vous, cette image. Voilà, cette image-là, elle bénéficie à l'image de l'entreprise, à tout ce qu'on veut faire autour de ça. Et puis après, nous, on mesure surtout la notoriété de la marque Maître Coq, qui, elle, sur notre cœur de cible, a doublé avec le Vendée Globe entre le mois d'octobre, puisqu'on avait fait une première mesure en octobre, et puis en mesurant au mois de février. C'est qui votre cœur de cible et comment vous le calculez, ça ? Alors, ce sont des agences qui sont spécialisées, qui font du phoning ou qui font des contacts directs auprès du web ou auprès de gens en direct. Et puis, on pose la question de savoir si les gens connaissent la marque ou citer une marque de volaille. Et si on cite Maître Coq en premier, on a gagné. Voilà. Donc là, il y a 2 fois plus de personnes. C'est quoi sur ce terme pas très joli de ménagères, les personnes qui font les courses. Nous, notre cœur des cibles, effectivement, ce sont les ménagères qui font les courses, puisqu'on fait aussi des produits. Celles-là connaissent beaucoup plus la marque. Et celles-là connaissent 2 fois plus la marque aujourd'hui que ce qu'elles ne la connaissaient avant le Vendée Globe. Ouais. Ça veut dire que c'est rentable. Vous avez investi combien pour soutenir Yannick Bestaven ? On a investi, on va dire, l'équivalent de 3 ou 4 spots de pub à la télé. Donc c'est largement dépassé. Ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Combien est-ce que ça Non, plusieurs millions d'euros. Ouais. Parce qu'en fait, on parle du Vendée Globe, on parle de la course, mais un projet Vendée Globe, il pourra nous en parler, Kevin. Un projet Vendée Globe, le projet 2024, ils sont tous dessus, ils ont déjà démarré, donc il faut accompagner un skipper pendant pas que la course, il faut l'accompagner pendant 4 ans. Déjà sur 2024 ? Et vous serez à nouveau départ ? On réfléchit avec Yannick sur un projet qui est plus ambitieux, on va dire, que celui qu'on avait au départ, puisque nous, c'était pas l'ambition d'aller chercher la première place. On l'avait pas ambitionné celle-là avec Yannick. On avait ambitionné un top 5, un podium avec des faits de course, mais on n'avait pas ambitionné celle-là. Et donc ça veut dire repartir avec un bateau neuf, avec un budget peut-être plus important ? Voilà, ça veut dire partir au moins avec un bateau d'une génération ultérieure à la génération du bateau actuel Maître Coq. Ouais. Et rapidement, vous allez vendre votre bateau à Arnaud Boissière. On voit qu'il est demandeur, il est acheteur. Alors, c'est pas mon bateau, c'est celui de Yannick. Oui. Et Yannick, il vendra à celui qui lui proposera, je pense, le meilleur compromis au niveau notamment financier quand même. Bien sûr. Pour vous, Christophe Guilloni, pas le temps de vous reposer. On le voit, la course solo Maître Coq, elle a lieu cette semaine et elle mobilise aussi votre entreprise et son image. La vie de Yannick Bestaven, elle a forcément changé. Il y a eu un avant, un après, avec une notoriété qui a littéralement explosé, des propositions de livres, de films, de séries avec lui. Un truc incroyable. Votre vie aussi, elle a changé, j'imagine, Kevin Escoffier. On se souvient de ce qui vous est arrivé, c'était le 30 novembre dernier. Vous faites naufrage, vous êtes sauvé par Jean
le CAM. Vous rentrez en France après avoir fait un petit passage par un bateau de la Marine nationale. D'abord, comment allez-vous ? Tout va bien, tout va bien. Et ma vie, non, au jour le jour, elle n'a pas véritablement changé. On vous reconnaît plus dans la rue, je suis sûre quand même. Oui, sans doute. C'est vrai qu'en termes de notoriété, un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de différent, on va dire, de la vie au jour le jour. Et aujourd'hui, je travaille d'arrache-pied, comme l'expliquait Jean-Jacques dans votre reportage. On travaille pour avoir un nouveau bateau dès 2022, dès la route du Rhum, prêt à courir, avec bien sûr comme objectif le Vendée Globe 2024. Donc un bateau neuf cette fois. Alors un bateau neuf exactement dans un moule existant pour pouvoir maîtriser les coûts. Le même que celui d'Armel Tripon, c'est ça ? Le même que celui d'Armel Tripon ? Non, pas forcément. On l'annoncera en temps voulu, non, c'est pas arrêté. Mais il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui, avec PRB, on n'a plus de bateau. Donc il y a un planning à respecter. Il faut, comme PRB m'a renouvelé sa confiance pour aller jusqu'au Vendée Globe 2024, eh bien je pense qu'il faut aller faire du bateau. Il faut aller faire du bateau pour deux raisons. Pour PRB, bien évidemment, pour contribuer à la communication et on va dire rentabiliser l'investissement de ce support, mais aussi pour moi, pour faire de la compétition, parce que la victoire du Vendée Globe, et on l'a vu avec Yannick cette année, ça passe par un bateau fiable et ça passe aussi par un skipper performant. Et mais pour ça, il faut aller faire du bateau. C'est hyper serré comme timing là, Kevin. Parce qu'on est en mars, bientôt avril 2021. Vous parlez de l'automne 2022 avec un bateau qui n'est pas encore construit. Il faut s'entraîner sur ce bateau. Exactement. Et c'est pour ça justement qu'on s'oriente vers un moule existant, ce qui permet de gagner du temps de conception et aussi du temps de fabrication dans la réalisation des moules pour se concentrer sur la fabrication du bateau, aller le mettre à l'eau le plus tôt possible en 2022, c'est-à-dire on va dire à la fin du premier trimestre 2022, avoir du temps de navigation pour arriver à Saint-Malo au départ de la route du Rhum avec un bateau déjà, on va dire, en partie fiable, et c'est jouable. Et ça, ce sera une course pas tout à fait d'entraînement parce que c'est pas rien la route du Rhum, mais en vue du Vendée Globe 2024. Oui, en plus je suis originaire de Saint-Malo, donc ça me tient à cœur. Le fait de ne pas avoir réussi à le finir ce Vendée Globe décuple votre envie d'y revenir en 2024, bien sûr. Ouais, exactement. Je crois que moi, c'était mes premières courses en solitaire. Ce Vendée Globe était ma deuxième course en solitaire. J'ai montré que sportivement, j'y avais ma place parce qu'au moment de cette avarie, j'étais troisième à 20 000 du deuxième. Donc ça me donne envie, mon esprit compétiteur me donne envie d'y retourner. Et on voit que votre sponsor vous suit. Votre prochain grand rendez-vous, ce sera la Transat Jacques Vabre. On est sur un autre bateau. Vous allez partir avec Armel Lecléage sur ces bateaux XXL, un ultime banque populaire. Et vous serez donc au départ le 7 novembre au Havre, mais ce ne sera pas avec votre bateau, ça ce sera une autre histoire à venir. Merci beaucoup Kevin Escoffier, merci Christophe Guyoni d'être venu nous parler de votre Vendée Globe, de cette édition exceptionnelle. Et sachez-le, ce lundi, il y aura aussi une soirée spéciale sur notre antenne, sur France 3, avec un documentaire sur le Vendée Globe, suivi d'une émission spéciale Vendée Globe, l'aventure et l'émotion, présentée par Anthony Brulez et Yannick Bestaven sera présent. Et puis la semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouveau Dimanche en politique. Rien à voir, on parlera des faits divers très nombreux dans notre région. Et ce, 10 ans après le début de l'affaire du pont de Ligonnès. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous.